شوفوا هذه اليوم، هذه اليوم شوفوا دوك نوريكم حاجه. شوفوا شحال عندهم الفي، شوفوا شحال من الفي، شوفوا شحال كاين من الفي. هذه تاع اليوم، شوفوا شحال كاين من الفي. هايديك مباشر المستشفى الصحي. والله شف الاطباء يبكي، والدوله قالوا لهم تحرقوا على شباب اللي يموت بسبب الكورونا. شوفوا شحال عندهم الفي صحيح. وقتاش لو 5 اوت يا اخي دوك نولي لكم. الاعتداءات ولي زاغريسيون والامور تمادت بزاف سورتو في الوقت الحالي. بكري كان سبوا الاخرين حملناها، دوك ولا اعتداء كاع المباشر. انسان يجي مكريزي يماه ما عندهاش الاكسجين، باباه ما عندوش الاكسجين، يجي ديريكتومون باه يضرب، ما يجيش بحاجه واحده اخرى. ما عندنا حتى حل، ما قدرناش. انا البارح كنت دو قاومت ما قدرتش، راني صبحت بحاح ما قدرتش كاريمون، والله ما قدرت. يدوروا بك 6 7 8 يما واش ندير لها، بابا واش ندير له. و سيتياسيون ديليكات، ما كاش اللي يقدر يوقف في بلاصتو هذاك. انا وحدك شفت واحد قال لي قطعت حوايجي وهربت بكل صراحه. تشوف يما تموت مونك دوكسيجين، اي بو تو فير، يقدر يدير اي حاجه. كل يوم رانا معرضين للضرب والشتم والتهديد بلا يعني بكل انواعه بلا منع كل يوم. حتى البارح الطبيبه وليزانفيرمير اضطروا باش يهربوا من الاستعجالات خاطر تعرضوا للتهديد. تجيب المريض صح نقولوا راه في خطر والاخر، بصح ما عندناش الاكسجين باش نسدوا الطلب تاعو ولا باش نشفيو الاخرين. ها معنا المواطنين، هم يعبروا على، هم ما يحوسوا شكون يقومهم، وحنا راه نحوسوا على الامن، اقل شيء الامن. احنا رانا نجاهدوا يا خويا. انا ما قلتلكش ما نخدمش، بصح وفر لي الامن. انا بلا امن ما نجمش نخدم. انا ما نجمش نخدم مع المريض والسيف فوق راسي. ما نقدرش نخدم تاع التهديد. واحد يقول لك نتلاقى بك في المارشي، واحد نتلاقى بك في السوق. انا علاه واش ذنبي انا؟ انا عيب راني مقصر، مانيش مقصر. انا ما نقدرش نخدم. شوفوا هذه في يوتيوب. شوفوا هذا سان ريانيماتور بروفيسور ريانيماتور، ما تعرفوا ما تسمعوا لا فيديو تاعو. شوفوا شحال عنده لي في، شوفوا 315 في برك. هدا ما كان هكذا. دوك تشوفوا حاجه اخرى. هذا يهضر على الكورونا فيروس. هاوليك رياض مهياوي، membre du comité national de suivi de la pandémie coronavirus 19. شوفوا شحال عنده لي في. هذه 5 août 2021 315 في. هدا ما كان. Professeur Riyad Mahyaoui, bonjour. Bonjour, Alors le variant Delta très meurtrier, aggravé par la crise de l'oxygène, le président de la République donne des directives et des orientations strictes, assurer l'autonomie des hôpitaux en matière d'oxygène en installant des générateurs d'oxygène. C'est une exigence pour mettre fin aux moyens archaïques existants actuellement, comme par exemple le recours aux obus et aux cuves d'oxygène installées au niveau des hôpitaux. Effectivement, c'est des décisions qui sont raisonnables et raisonnées. Il s'est avéré que cette crise a démontré des insuffisances à tous les niveaux du système de santé, notamment l'état archaïque de nos hôpitaux et la gestion un peu dépassée. Et c'est pour cela que ça fait plus d'une année, Monsieur le Président de la République a annoncé une révolution dans le système de santé avec une réforme annoncée qui va remettre à niveau tous les hôpitaux, et ça vient au bon moment où réellement les hôpitaux doivent être dotés d'une autonomie d'énergie aussi. Ils doivent avoir leur propre source d'énergie, générer leur énergie, générer leur propre oxygène, générer leur propre façon de gérer leur oxygène. Il faudra éventuellement que ça soit une autonomie totale et indépendante de toute industrie, quelle que soit son origine. Donc le fait qu'un hôpital génère sa propre énergie en matière électrique ou nucléaire ou oxygène, c'est une très très bonne chose, et ça pourra éventuellement nous préparer aussi peut-être à d'autres vagues ou d'autres virus qui vont apparaître à l'avenir. On n'est pas à l'abri ni d'une 4e vague, ni d'une émergence d'autres virus qui seraient peut-être plus dangereux que ce qui se passe actuellement. Donc honnêtement, c'est très très bien perçu par tout le personnel de la santé, par le personnel soignant et par tous les professionnels de la santé. Cette autonomie des hôpitaux est réellement une décision très très importante.
Mais en attendant bien sûr leur acquisition, puisqu'on va les acheter de l'étranger, leur installation, leur mise en fonction, il faut augmenter la production et assurer aussi la disponibilité des extracteurs d'oxygène, puisque les particuliers peuvent les acheter aujourd'hui au niveau des officines. C'est ce que vous avez préconisé au niveau de votre comité scientifique, professeur Mahliaoui. Effectivement, les étapes se feront step by step, c'est-à-dire qu'il y aura les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. On sait très bien que pour acquérir des équipements lourds, il faut des mois et des mois pour éventuellement choisir et commander les équipements et les installer chez nous dans les hôpitaux. Mais entre-temps, il faudra trouver une solution immédiate à cette crise qui vraiment complique la prise en charge des patients, qui entraîne un état d'anxiété, un état de psychose et un état de peur au niveau de la population, même au niveau du personnel soignant. Les gens sont éveillés très tard la nuit à attendre les camions d'oxygène ou les obus d'oxygène qui tardent à venir et qui quelquefois ne viennent pas. Et on a des appels où les gens sont à 2 bars, moins de 2 bars dans les hôpitaux à attendre, avec la peur au ventre, à attendre que le camion arrive et que le camion remplisse les cuves ou les obus d'oxygène. Donc je pense que c'est une situation critique qui est très très inconfortable et qui en plus met en danger la santé du citoyen. Mais comment sommes-nous arrivés là, professeur Yahyaoui? Est-ce que cette crise d'oxygène, on pouvait la prévenir? Certains professionnels de la santé, comme par exemple le professeur Senhadji et bien d'autres, déclarent aujourd'hui contre la 2e et 3e vague, des mesures devaient être prises. Or, ça n'a pas été le cas. Quel est votre commentaire justement, professeur Mahliaoui, puisque vous êtes membre du comité scientifique? Est-ce que vous n'avez pas vu venir la 3e vague? Effectivement, on peut tout dire, avec le recul on peut éventuellement élaborer des plans, il n'y avait qu'à faire, on n'y a qu'à faire, etc. Mais ce qui s'est passé à la 2e vague, c'est qu'effectivement, même à la 2e vague, il y a eu des problèmes d'oxygène. Mais cette 3e vague et ce virus Delta, c'est un virus consommateur d'oxygène. 14 700 malades, plus de 14 700 malades hospitalisés, et c'est tous des malades qui ont besoin d'oxygène. C'est ça la variante de cette 3e vague. Il y a plus de 900 malades en réanimation, chose qui n'est jamais arrivée. Et tous ces malades-là, non seulement ont besoin d'oxygène, mais ils ont besoin d'oxygène à haut débit quelquefois. Donc vous imaginez un peu la consommation hyper accrue et tout ça en concomitante avec l'arrêt des activités des blocs opératoires et des réanimations pour les affections non urgentes, pour vous dire que tout a été mobilisé. Malheureusement, la production prévue et qui donnait de l'oxygène dans les hôpitaux n'a pas suffi. Et même les sociétés gazières, au nombre de 6, je crois, même leur prévision, même la consommation a été multipliée par 2, par 3. Donc c'est réellement une difficulté à alimenter les hôpitaux parce que le nombre de malades est très important. Je vous dis plus de 14 700 sous oxygène à haut débit, et vous le savez très bien qu'on peut aller jusqu'à 80 litres à la minute par un malade qui est sous Optiflow ou oxygénothérapie à haut débit. Donc vous voyez que la consommation est largement accrue, et ce virus, non seulement il est consommateur d'oxygène, mais il touche aussi une variété de jeunes qui sont atteintes d'insuffisance respiratoire hypoxémique, avec un besoin d'oxygène important. Au début, c'est noté que les personnes âgées qui étaient atteintes, on avait quelques malades intubés, maintenant on n'intube plus les malades, mais au prix de ne pas intuber les malades, c'est une consommation accrue d'oxygène. Voilà un peu comment on a planté le décor et comment on peut expliquer cette consommation accrue avec une production qui n'a pas suffi à tous les besoins. Voilà l'état actuel des choses. Donc l'avènement d'autres moyens de donner de l'oxygène aux patients qui n'en ont pas besoin en grande quantité, notamment les extracteurs à oxygène, a été adopté. Et là, on est en train de recevoir les extracteurs par milliers qui sont en train d'être mis en amont et en aval de la maladie, c'est-à-dire au début de la maladie et en sortie de crise de la maladie, parce que c'est des oxygénateurs qui peuvent, des extracteurs qui peuvent délivrer des quantités d'oxygène jusqu'à 10 litres ou un peu plus. Donc voilà un peu pour essayer d'économiser l'oxygène pour les malades qui en ont réellement besoin.
Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de contaminations, puisque vous avez donné le chiffre de 14 700 personnes qui sont actuellement hospitalisées, mais ce qui est déplorable aussi, c'est l'augmentation du nombre de décès que nous constatons au quotidien aujourd'hui, qui dépasse pour certains d'entre eux parfois les 400 décès par jour. Est-ce qu'il faut, pour les cas par exemple qui ne compliquent pas, il faut absolument une hospitalisation? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut mutualiser de moyens de telle sorte à assurer une hospitalisation à domicile avec bien sûr un contrôle médical rigoureux? Est-ce qu'il faudrait se réorganiser autrement aujourd'hui au niveau du comité scientifique par rapport à la crise que nous vivons pour éviter bien sûr la 4e vague puisque nous ne sommes pas à l'abri? Effectivement, bon, restons un peu prudents sur les chiffres. Personne n'a jamais parlé d'un chiffre de 400 décès par jour. Franchement... Non, j'ai dit 40 décès. Voilà, je rectifie, vous avez dit 400, donc je rectifie, c'est pas grave. Donc voilà, donc effectivement vous avez raison, hein, c'est-à-dire que les malades quand ils sont examinés, quand ils vont en consultation, l'évaluation faite sur place avec un monitorage de la saturation en oxygène, voir un petit peu à quel niveau d'oxygène ils sont, les malades sont effectivement triés en malades à hospitaliser et en malades non hospitalisés comme font les Américains, et dans les malades hospitalisés, les malades avec oxygène et sans oxygène. Actuellement, on n'hospitalise que les malades qui ont besoin d'oxygène. Tout le reste des malades est confiné à domicile, traité à domicile, avec un suivi à domicile par les médecins traitants, par le médecin consultant, etc. Et le message que je fais passer actuellement, c'est pour les malades qui ont de l'oxygène à domicile. L'oxygène reste un médicament. Peu d'oxygène, c'est très mauvais pour la santé. Trop d'oxygène, c'est aussi très mauvais pour la santé. Donc il n'y a que le professionnel ou le médecin qui peut savoir quel est le niveau d'oxygène qu'il faut donner à tel type de patient en fonction de sa saturation. Et vous êtes réanimateur. Voilà, et en plus je suis réanimateur et je lutte contre l'excès d'oxygène qui est la source principale de vie de la cellule et l'excès de sucre qui est la principale source d'énergie. Donc pas trop d'oxygène, pas trop de sucre. Si on dépasse les limites de l'organisme, là on peut tomber dans l'effet inverse. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait, par rapport à l'augmentation du nombre de personnes contaminées, puisque vous avez donné le nombre de personnes hospitalisées 14 700, et bien sûr nous atteignons par moment les 40 décès, la semaine dernière 48 en une journée, est-ce qu'il va falloir réfléchir autrement sur la stratégie qui doit être mise en place aujourd'hui par le comité scientifique, penser à externaliser les services Covid? Professeur Mahiaoui. Revenons un peu sur l'histoire de cette 3e vague qui a débuté, cette augmentation réelle, ça fait 6 semaines, et à partir du 20 mai, on a senti que réellement les chiffres commençaient à bouger à la hausse. Et vous savez très bien qu'après la 2e vague, on est descendu moins de 200 par jour. Et les services ont été livrés à leur activité quotidienne. Tous les services médicaux, chirurgicaux ont repris leur activité quotidienne et ils sont ressortis du circuit Covid et restés qu'un certain nombre de lits restreints pour le Covid. Malheureusement, avec l'augmentation de ces chiffres, les services Covid, on ne pouvait plus, ils étaient saturés. Donc on est revenu à la base du début de la pandémie et on a remobilisé tous les lits qui étaient remis en activité normale et on a relaissé pour la 3e fois que les activités médico-chirurgicales d'urgence. Et même ça n'a pas suffi, parce que le nombre d'hospitalisations a explosé. Et donc il fallait trouver un système pour essayer de mobiliser tout ce qui est mobilisable en lit d'hospitalisation, quelle que soit la spécialité, et on est revenu à la théorie de départ, tous les services sont Covid. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, est-ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mahiaoui, que les chiffres rassurants ont quelque part contribué à l'augmentation aujourd'hui de cette contamination? C'est que les gens étaient relativement rassurés par rapport aux chiffres qui sont communiqués au quotidien par le comité scientifique. C'est tout à fait normal, raisonnable et humain. Quand je vois qu'une situation se calme, quand je vois mes nombres diminuer, quand je vois qu'on a ouvert les espaces, qu'on a autorisé les transports, qu'on a autorisé les espaces de détente, les supermarchés, on peut se dire réellement qu'on est en sortie de crise. Et donc,
psychologiquement, l'être humain est comme ça, quand il est détendu, quand il n'a pas peur, quand il prend des risques et il dit effectivement je ne porte pas de masque, c'est fini, la vaccination est là, le virus est parti. Et malheureusement, à chaque relâchement, à chaque regroupement, madame, à chaque regroupement familial, et on a vu des familles entières décédées. À chaque regroupement familial, quel que ce soit un mariage, soit un décès, que ce soit une fête, un événement quelque part. Le baccalauréat, l'examen du BEM, absolument. la 6e. À chaque fois qu'il y a un regroupement, et on a peur. À chaque fois qu'il y a une fête religieuse aussi, à chaque fois qu'il y a un événement, après l'événement, on se serre les coudes et on a peur des résultats. Et le résultat est là. On a eu peur. Et réellement, on a eu raison d'avoir peur. Regardez la situation actuelle. Est-ce qu'il fallait agir autrement, prendre des mesures, bien sûr, particulières à l'approche justement de ces événements, c'est-à-dire essayer de confiner au maximum la population? On l'a fait l'année dernière, par exemple. On a interdit la circulation, par exemple, des transports. C'est ce qui est préconisé, d'arrêter les relations entre les wilayats, protéger les wilayats. Actuellement, vous savez, on est revenu où on a 37 wilayats sous confinement total. C'est-à-dire qu'on a pratiquement la majorité du pays qui est sous confinement. De 20h à 6h. De 20h à 6h du matin, avec arrêt des moyens de transport entre les wilayas. Même certaines wilayas qui n'étaient pas concernées. Oui, mais vous savez très bien, Madame Sohila, qu'en période estivale, les gens remontent vers le nord, les gens du sud, les gens de l'est, de l'ouest. Tout le monde est regroupé sur les villes côtières, tout le monde est regroupé autour des plages, etc. Et ça crée quand même de la contamination, et ça crée la circulation active du virus, et ça crée l'infection, ça crée l'hospitalisation, et ça crée la crise de l'oxygène, et ça crée les décès, et ça crée. Donc voilà, donc le fait d'avoir pris ces décisions, je pense qu'on a senti quand même, honnêtement, ces jours-ci, qu'il y a quand même un petit frémissement, honnêtement, même au niveau de la population. Je sens qu'il y a plus de gens qui portent le masque dans la rue, il y a plus de gens qui sont disciplinés dans les commerces, et il y a plus de gens qui ont peur, et aussi il y a plus de gens qui vont vers la vaccination. Tout en disant que faites très attention dans les lieux de vaccination, il ne faut pas en faire des lieux de contamination. Donc s'il vous plaît, quand on va se faire vacciner, il faut y aller avec le masque, avec la distanciation, avec le gel en main, et être très patient pour ne pas se contaminer par la suite. Alors, professeur Riyad Mahiaoui, bien sûr, je voudrais rectifier le chiffre que j'ai donné. J'ai donné 400 décès, alors que nous sommes à une quarantaine de décès. Je m'excuse auprès des auditeurs. Alors, si la courbe de contamination continue aujourd'hui à la hausse, est-ce qu'il faudrait encore durcir les mesures de confinement? Professeur Riyad Mahiaoui, puisque vous avez aussi certains professionnels qui appellent à un confinement total et général au niveau des villes qui connaissent une flambée de contamination, les grandes villes notamment, puisque nous avons vu, par exemple, des cas dans certains pays, Wuhan en Chine, bien sûr, le fief de départ de cette contamination. Dès qu'il y a eu le Delta qui a fait son apparition, toute la ville a été confinée et interdiction pour ses habitants de quitter la localité pour éviter bien sûr que les autres villes ne soient contaminées. Effectivement, un cas à Wuhan, c'est un départ de feu. Je veux dire, ça peut flamber rapidement. On sait très bien le pouvoir contaminant de ce delta qui nous a compliqué la vie. Un pouvoir de contamination à 1 pour 8, alors qu'avant on était à 1 pour 2,5, 3. Et c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas laisser la population être exposée à un risque de contamination, surtout que la circulation du virus reste active et qu'on est en pleine flambée. Donc toutes les mesures qui seront prises et qui vont être prises et qui doivent être prises en fonction de la situation épidémiologique, elles sont le bienvenu pour protéger la solution. Et on ne peut pas écouter les réseaux sociaux, c'est devenu des revues macabres où tous les jours Allah yarhamou, les décès, etc. Et tous les matins on se réveille avec des nouvelles macabres et anxiogènes qui nous disent que Flynn est mort, l'on a perdu son père, sa mère, etc. Donc bien entendu, toutes les familles sont touchées. Toutes les familles, et je profite de l'occasion, parce que moi, dans mon hôpital où je travaille, il y a beaucoup de contamination et beaucoup de gens ont perdu leur père, leur mère. À leur mémoire, je leur présente mes sincères condoléances à partir de ton émission, et prompt rétablissement à tous les gens qui sont malades. Allah yarham les matou. Donc tout ça autour de nous, on ne peut pas laisser les choses décompenser. Mais est-ce qu'il faudrait durcir l'application des mesures de distanciation au niveau des lieux publics, particulièrement, professeur Mahiaoui, impliquer impérativement les services de sécurité dans l'application de ces dispositions?
Que ce soit au niveau des marchés, au niveau des mosquées, au niveau des jardins, au niveau des lieux publics, même si certains sont fermés en ce moment, comme par exemple l'interdiction d'accéder aux plages. Comme on a dit auparavant dans ton émission, où réellement il faut appliquer de façon stricte et rigoureuse, verbaliser s'il le faut. Il ne faut pas jouer avec ça. Les regroupements sont interdits, les rassemblements sont interdits, les endroits où il y a pas beaucoup de monde sont interdits, le port de masque est obligatoire. Je pense qu'il faut passer à l'action. Je veux dire, je ne peux pas regarder une voiture où il y a 4 personnes qui passent, vite fermées, climatisées, sans masque. Il faut agir, je suis désolé. Il y va de la survie du pays, de la santé des citoyens. Je suis désolé de le dire, mais il faudra réellement instaurer une discipline rigoureuse, moyennant des PV, des procès, etc., contre les personnes récalcitrantes. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je vous demande de ne pas contaminer les autres. C'est pas une question individuelle, c'est une question collective. Vous rentrez dans un magasin, vous contaminez. Je suis désolé, vous rentrez pas. Alors, il faut appliquer toutes les parties et tous les secteurs sans exclusion, puisque ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de la Santé ou celui de l'industrie du médicament. Ça implique l'ensemble de la société, y compris les transports, le commerce, les affaires religieuses, puisque demain, ça sera aussi la prière du vendredi. Complètement, je l'ai toujours dit que c'est une affaire multisectorielle, c'est l'affaire de tous les secteurs. Il y a une solidarité gouvernementale qui se crée, il y a une solidarité nationale, tous les ministres travaillent en même temps. Il y aura le projet de la rentrée scolaire, parce qu'il faut penser aussi à la rentrée sociale, la vaccination dans les écoles, la vaccination des enseignants, les femmes. Il y a beaucoup de projets en cours sur lesquels on est en train de travailler pour préparer déjà, comme vous dites, en anticiper, gérer, je veux dire, c'est gouverner, c'est prévoir. On est en train de travailler sur tous les dossiers de la rentrée déjà, pour voir comment on peut éventuellement s'en sortir avec les trucs scolaires et tout ce qui s'ensuit. Mais justement, vous avez abordé cette question par anticipation. Je voudrais revenir avec vous sur la préparation de la prochaine rentrée sociale, avec la rentrée scolaire. On parle aujourd'hui d'aller vers une vaccination de masse, puisqu'on va acquérir ces prochains jours l'équivalent de 5 millions de doses de vaccins. Faut-il aujourd'hui élargir la vaccination aux adolescents, professeur Mahiaoui, puisque le débat est ouvert dans certains pays. Ils disent on ne peut atteindre l'immunité collective sans la vaccination des enfants. Absolument, surtout l'évolution de ce... On a vu, il y a 700 enfants qui ont été contaminés par le Covid. On a vu, voilà, ce delta, encore ce fameux delta qui nous pourrit la vie, qui a atteint, on a réglé le problème des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, etc. Et ce virus delta touche les gens qui n'ont pas de comorbidité et des gens jeunes. Et on est descendu à partir de juin, à partir du 15 juin, comme on l'a dit précédemment dans ton émission, la vaccination a commencé pour les 12 à 17 ans et la vaccination va s'étendre même pour les scolaires et même les dépistages, les tests salivaires, qu'on va éventuellement réfléchir comme on fait dans tous les pays aux enfants. Il faut protéger les enseignants, il faut que tous les enseignants soient vaccinés de façon à 100% parce qu'ils ont en charge des enfants qu'ils peuvent contaminer. Donc tout ça, toutes ces interrogations sont en train d'être étudiées en fonction de ce qui se fait à l'échelle mondiale et à l'échelle internationale pour trouver des solutions dès la rentrée scolaire, Inch'Allah. Mais faut-il élargir la vaccination aux adolescents? Est-ce que c'est une question à laquelle vous êtes en train de discuter au niveau de votre comité scientifique? Professeur Mahiaoui, faut-il... Absolument. Mais faut-il aussi intégrer au niveau du comité scientifique, à titre d'observateur ou pour avoir leur avis, des pédiatres par exemple? Mais écoutez, le comité de vaccination est fait que de pédiatres, pour vous dire. Il y a beaucoup de pédiatres qui sont dans le comité de vaccination, donc qui ont travaillé beaucoup avec nous lors de l'élaboration de cette campagne vaccinale. Donc voilà, je réponds d'emblée à votre question. Et bien entendu, l'élargissement aux enfants, et qui est d'actualité dans tous les pays du monde. Et l'Algérie est en retard peut-être de 2 mois dans l'évolution endémique de cette Covid-19. Mais bien entendu, on y va, on est en train de réfléchir. On est à 4 semaines de la rentrée sociale. 4 semaines de la rentrée sociale. À partir du 5, c'est la rentrée sociale. Voilà. Mais nous, actuellement, l'objectif, c'est de vacciner le maximum d'adultes aussi. On n'est pas encore arrivé à une immunité collective, à avoir vacciné la moitié de la population, un peu 3 plus. 3,5 millions Voilà, 3 millions. Voilà, 3 c'est millions. les chiffres annoncés par le Premier ministre. Donc on n'est pas encore arrivé à... Une fois qu'on a réglé le problème des adultes et des gens, personnes âgées, et des gens qui ont des comorbidités, alors on peut passer... Mais il faut d'abord régler le problème du reste de la population pour passer à d'autres franges, notamment la femme enceinte, la femme allaitante, les enfants, les bas âges, etc. etc.
Mais comment atteindre cette immunité à l'approche de la rentrée scolaire quand les enfants ne sont pas aujourd'hui vaccinés, ne sont pas protégés, professeur Riyad Mahiaoui? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si déjà, je vaccine tout ce qui est autour des enfants. Et comme je vous l'ai dit la dernière Ça fois... sera possible avant la rentrée sociale? Oui, ça sera possible. Hier, il y a eu une réunion avec l'éducation, il y a eu un dispositif qui va être mis en place pour vacciner le maximum, parce qu'il y a 11 millions d'élèves, je crois, qui vont rentrer à l'école, et il y a 9000, ou je pense, je ne me trompe pas, enseignants qui vont être vaccinés d'ici la fin du mois d'août. Tout le monde sera vacciné avant la rentrée scolaire. Et il est fort possible qu'elle sera retardée en fonction de l'impact de cette vaccination. Donc tout est en train d'être fait, tout est en train d'être réfléchi, tous les dossiers sont ouverts et on va très très prochainement prendre des décisions et donner des instructions. Alors, donner des instructions, prendre des dispositions, qu'est-ce que vous avez préconisé, entre autres décisions, pour bien sûr cette rentrée scolaire, professeur Riyad Mahiaoui, puisque même le ministre a parlé de la nécessité d'aller vers la vaccination des enseignants et du professionnel de l'éducation nationale. Effectivement, c'est tout à fait normal. Vous avez discuté hier en réunion, qu'est-ce que vous avez Hier, préconisé? il y a eu une sollicitation du ministère de l'Éducation pour l'organisation et mettre en place le dispositif de vaccination. Comme vous le savez très bien, qu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train d'être utilisées pour la campagne vaccinale. Voilà. Donc il faut une coordination pour mettre en place tout ça, et au niveau de la prévention, ils sont en train de s'affairer en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour mettre en place tout ce dispositif. Néanmoins, la chose n'est pas facile de tout organiser en peu de temps, en période scolaire, en période estivale, en période de vacances. Faut-il recourir au vaccinodrome? Et oui, mais on y est en plein dedans. Il y aura des journées portes ouvertes sur la vaccination où tout le monde sera mobilisé, les retraités de la santé, les étudiants en médecine, les internes, les trucs de la protection civile, tous les gens possibles et imaginables seront mobilisés. Le privé également sera mobilisé? Absolument, les pharmacies, le privé, tout le monde sera mobilisé autour du même objectif qui est la vaccination en masse. Est-ce que les pharmaciens pourront aussi à l'avenir vacciner? Absolument. Pouvez-nous l'affirmer ce matin, professeur Riyad Mahiaoui, puisqu'il y a eu des propositions qui ont été formulées, mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. Non, mais absolument. C'est interdit pour les pharmaciens dans la législation de vacciner. Mais nous sommes en situation exceptionnelle. Mais écoutez, on a tous été vaccinés par les non-médecins, c'est pas un geste médical. Moi j'ai été vacciné par mon infirmière, je veux dire. En Europe ou en France, dans les centres de vaccination, le plus grand taux de vaccinés, c'est les infirmiers et les infirmières qui le font. Et on a même mis en place un système avec la protection civile, et ça a donné ses fruits, où tous les gens... Mais bien entendu, ça nécessite quand même une organisation. On ne peut pas aller vacciner dans une officine de pharmacie si j'ai pas les moyens, notamment de remplir un formulaire, ou de stocker un médicament, ou de stocker un vaccin, etc. Donc c'est des choses des petits mises au point qui peuvent être mises en place. Bon, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que tout ce qui est possiblement mobilisable pour améliorer et pour augmenter la cadence vaccinale sera utilisé. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux réticences qui étaient exprimées au départ par rapport à cette vaccination de masse, aujourd'hui la situation a basculé au profit de la vaccination, puisqu'on a vu que même parmi les professionnels de la santé, il y avait des réticences, et certains déclarent aujourd'hui ouvertement que parmi le personnel de santé, qui sont au nombre de 200 décédés, Allah yarhamhum, tous 206, tous ont refusé pratiquement la vaccination, professeur Mahiaoui. Tout ce que je peux vous dire, sur 206. Exactement, 206. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 90% des patients qui sont maintenant en hospitalisation et qui compliquent, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc à vous de tirer la leçon. Même parmi le personnel de la santé. Même parmi le personnel de la santé. Les anti-vax existent dans tous les pays du monde. En France, il y a un mouvement qui a démarré pour la grève de la faim, pour l'obligation obligatoire pour le personnel de la santé. Donc vous voyez que les choses ne sont pas faciles. Mais honnêtement, en parlant de la responsabilité individuelle et collective, moi si je suis médecin, pas vacciné, vous venez pour que je vous prodigue des soins ou je vous soigne, si je vous colle le virus, est-ce que c'est normal? Je n'ai pas le droit de le faire. Donc je dois me C'est la mise en danger de la personne. Absolument. Voilà, donc je dois me vacciner pour vous protéger, vous. Alors quand vous parlez de responsabilité aujourd'hui individuelle et collective, faut-il aussi s'acheminer graduellement vers le pass vaccinal, professeur Mahiaoui, pour accéder par exemple à des lieux publics, aller en salle de cinéma, au théâtre, au restaurant ou à un autre endroit public?
puisque la question aujourd'hui est d'actualité à travers le monde. Moi, je pense que c'est une manière de stratifier la société. On parle même du QR code Voilà. qui pourrait être remis par l'Institut Pasteur. Et c'est une manière de motiver aussi, et d'inciter les gens, et d'encourager les gens. Parce que, honnêtement, je verrais mal comment quelqu'un qui n'est pas vacciné, comment il peut évoluer au milieu d'une foule de gens vaccinés. Ça, c'est pas normal et c'est pas du bon sens. Donc, ce n'est pas, je veux dire, dictatorial, ou là, c'est pas, mais c'est raisonnable que tout le monde soit vacciné. Et je pense qu'il n'y a aucun problème maintenant qu'on sait que tous les vaccins, ils sont d'innocuité, ils sont efficaces sur les variants. Tous les vaccins, professeur Mahyaoui, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été engagées en Algérie où ils affirment que les vaccins dispensés actuellement sont très efficaces contre ce variant Delta. Absolument, absolument. Donc, encourageons les gens à se faire vacciner. C'est pas le fait de courir derrière un passe vaccinal ou derrière un voyage à l'étranger ou rentrer dans un pays. C'est une solidarité nationale, c'est une responsabilité. Et moi, mon but, c'est de protéger la santé, ma santé, la santé de tous les gens qui sont autour de moi. Le reste, on verra plus tard. Alors, professeur Mahyaoui, une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, on pourrait aller vers des espaces beaucoup plus importants pour vacciner la population, comme par exemple réquisitionner le parking du stade du 5 juillet ou à la Safex à Alger, ou alors des salles omnisports à l'intérieur du pays, des espaces ouverts, parce que ça évite la contamination, est beaucoup plus important. Absolument, toutes les idées, on en a discuté en long et en large. On a commencé par un chapiteau, puis 2 chapiteaux, puis 3 chapiteaux, puis une école, puis des écoles, puis des mairies, et ça fait boule de neige, et pourquoi pas, avec l'acquisition de millions de doses de vaccins, et éventuellement, pourquoi pas, ouvrir des grandes surfaces, ou ouvrir des grands espaces pour vacciner. Je pense que c'est faisable largement. Alors, est-ce que le vaccin utilisé actuellement en Algérie est adapté aux adolescents de 13 à 18 ans? Autre question de l'auditeur, professeur Riyad Mahyaoui, puisqu'on a vu par exemple Sputnik V utilisé sur les adolescents en Russie. Effectivement, les recommandations, c'est les plus de 18 ans. Maintenant, il y aura d'autres recommandations qui vont sortir probablement, d'autres études faites, et d'autres recommandations de la part des laboratoires, des labos qui élaborent ces vaccins. Donc, il y aura de l'évolution vers les adolescents. Alors, on est en train de confondre causes et conséquences, c'est la question de l'auditeur. Les causes, ce ne sont pas les citoyens qui aujourd'hui se ruent vers l'oxygène, mais l'absence de plan de gestion de la crise, puisque nous sommes en situation de crise et on n'a pas vu venir au niveau du comité scientifique, bien sûr, cette 3e vague qui est extrêmement foudroyante et meurtrière. Professeur Mahyaoui, votre commentaire par rapport à la question de l'auditeur? Tous les commentaires sont les bienvenus, et c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions quand on est en pleine crise. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faudra... C'est une question qui est traitée en haut lieu. Hein. En haut lieu, effectivement, c'est les pouvoirs. Le Haut Conseil de sécurité, présidé par le chef de l'État. Monsieur le Président de la République. Effectivement, toutes les questions sont à leur place, et c'est tout à fait légitime que les citoyens ou les profs se posent cette question-là. Et tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde est en train de mettre le paquet, les moyens pour régler ce problème de façon urgente. On n'est pas à l'abri d'une 4e vague, puisqu'on a vu l'Europe aujourd'hui foudroyée par une 4e vague. Ça contamine aussi certains pays de l'Asie. On parle de la ville de Wuhan, bien sûr, le fief du virus Covid-19 qui a confiné sa localité. Est-ce qu'on est en train de prendre des dispositions particulières en prévision aujourd'hui, professeur Mahyaoui, d'une éventuelle 4e vague? Écoutez, parce qu'on disait qu'elle n'arrivera pas, la 3e, elle est arrivée. Non, la 4e pourrait arriver. On l'a annoncé chez vous, vous savez très bien que la 3e vague a été associationnelle. Effectivement, tout ce qui est mis en place actuellement, même si les gens disent que peut-être on va ramener trop de matériel ou trop d'extracteurs, etc., tout cela va aider à la suite des événements. Et rien n'est suffisant aussi pour sauver ses concitoyens. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui dit aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnel médical pour vacciner tout le monde. Je travaille également dans le privé. Nous nous sommes proposés pour vacciner nos concitoyens et nous sommes en attente d'autorisation. Quelle est votre réponse? Elle va venir, cette autorisation pour elle y est de principe. Je vous l'ai dit qu'il y aura une journée
je ne peux pas vous dire la date, une de très grande envergure où tout le monde sera mobilisé, le privé, le public, les infirmiers, les médecins, les étudiants en médecine, les internes, les pharmaciens, tout le monde sera mobilisé, vous allez voir, ça sera une envergure nationale et ça va démontrer la solidarité et ça va booster, et je pense que les plans sont en train d'être mis en place et ce dispositif va être mis en place très très rapidement pour augmenter la cadence de la vaccination. Alors le personnel médical est vacciné à quel pourcentage? Est-ce que vous avez des indicateurs aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui a été accompli jusque-là? Quelles sont les tranches d'âge par exemple de personnes qui ont été vaccinées? Quelles sont les personnes susceptibles d'être vaccinées? Comment se fait aujourd'hui cette vaccination? Est-ce qu'il y a eu par exemple des effets secondaires de la vaccination? Est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple des chiffres et des indicateurs qui vous permettent d'ajuster ou de réajuster les politiques mises en place? En tous les cas... À part bien sûr les chiffres communiqués quotidien par Dr Foura. Honnêtement, la cause. priorité de la vaccination a été appliquée à la règle, comme se fait à travers le monde, en passant par les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes à comorbidité, et on est redescendu vers l'âge, et là on va vers les personnes moyennes de la quarantaine, on descend vers la trentaine, etc. Et au fur et à mesure, il n'y a pas de chiffre officiel au niveau de trucs de la santé, parce que réellement il y avait une réticence au départ. Je pense que maintenant les gens commencent. Le problème, c'est qu'il y a une contamination très importante dans les milieux de la santé, notamment. L'INSP doit jouer son rôle aujourd'hui. Absolument, de donner tous les chiffres, le pourcentage, les taux, les courbes, etc., pour pouvoir étudier cette situation. Alors, la vaccination empêche-t-elle la contamination ou est-ce juste pour protéger la personne elle-même contre de quelconques formes graves ou complications? Professeur Maria. Dans 90%, elle empêche la contamination et dans 100%, elle empêche les formes graves. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que nous constatons que les personnes contaminées ne meurent pas du Covid, mais elles meurent du manque d'oxygène. Est-ce normal? Professeur Mahliaoui, c'est encore une fois le reproche qui est fait au personnel de santé. Effectivement, bien sûr que c'est pas normal. On peut mourir de n'importe quoi, d'une complication d'une maladie chronique, d'une maladie virale, d'une maladie infectieuse, etc. Ça c'est tout à fait normal, mais on ne peut pas mourir d'un problème d'oxygène. Alors le delta aujourd'hui, sa virulence, comment on peut l'expliquer, professeur Mahliaoui, pour que les gens qui nous suivent fassent la différence entre les premières vagues que nous avons connues qui étaient moins meurtrières, moins contagieuses par rapport à ce delta. Et on parle même de delta plus, qui commence à faire son apparition. C'est encore plus foudroyant. Exact. Écoutez, on est au mois d'août. Il grignote tous les poumons. Toutes les formes d'allure grippale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des grippes actuellement et qui mettent ça sur le compte de la climatisation. Ou dès qu'on a un peu mal à la gorge, on a pris un peu de l'eau. On pris de l'eau glacée, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est le variant. C'est le variant Delta. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit plus virulent par rapport au Covid-19 au départ aujourd'hui, professeur Mahliaoui? La virulence est du fait de ça très très rapide contagion et très effet rapide sur le poumon. Entre le delta et le delta plus. Écoutez, il n'y a pas de... Parce qu'on parle de cas de delta plus qui commencent à faire leur apparition au niveau de la Corée. Il n'y a pas actuellement aucune étude n'a fait la comparaison entre les deux. On est toujours au delta qui donne des signes respiratoires très rapidement du fait. Regardez, on le sent très bien. En 5 jours, que la on a des complications. Généralement, dans les infections virales, notamment Covid-19, c'est entre le 6e et le 12e jour qu'on peut avoir des troubles respiratoires. Et là, carrément, d'emblée, les malades qui arrivent à l'hôpital ont besoin d'emblée d'oxygène. Et c'est ça qui est différent du virus original qui est Wuhan. Alors, le Delta Plus sera encore plus meurtrier. Je sais Vous préparez déjà à cette éventualité, puisqu'on parle de son apparition. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il sera aussi contagieux, que le Delta original. Alors le vaccin prend son effet après 1 mois et demi. Pendant cette période, est-ce que le vaccin est plus vulnérable, le vacciné plutôt, est plus vulnérable à la contamination qu'une personne non vaccinée? Effectivement. Entre les deux doses. Entre les deux doses, et on sait très bien que l'immunité maximale est atteinte à partir de la 2e semaine de la 2e dose. Donc il faut faire très attention entre les doses, et c'est pas dit que quelqu'un qui fait la première dose ne soit pas contaminé. Donc il faut faire très attention. Alors pour les enfants, faut-il une seule dose aujourd'hui pour les protéger, professeur Mahliaoui? On n'en sait rien, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement on parle d'une seule dose pour les malades qui ont atteint le Covid. À tel point que dans beaucoup de centres, notamment à l'étranger, on dépiste
carrément le Covid quand on va se faire vacciner. Si on a le Covid, il faut présenter la PCR positif. Si on a le Covid, il faut présenter la PCR positive. Et si on n'a pas le Covid, on fait le TROD, le test anti-sérologique rapidement pour voir est-ce qu'on a des anticorps. Comme ça, on peut bénéficier qu'une seule dose. Et je pense que c'est possible qu'on puisse appliquer cette méthodologie en Algérie. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur, professeur Mahiaoui, puisque nous sommes dans l'explicatif. S'il vous plaît, posez la question. Ma tante s'est faite vacciner les 2 doses et elle a attrapé le Delta. Elle passe aujourd'hui de mauvais moments avec une forte fièvre. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces personnes, avec cette vaccination, ils peuvent éviter le pire, c'est-à-dire le décès? Absolument, absolument. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on est protégé à 90% contre l'atteinte du Covid, mais on est protégé à 100% contre les formes graves et les formes de passage en réanimation. Alors, autre question, est-ce qu'il faudrait aller aujourd'hui vers l'obligation de la vaccination? C'est un débat qui est engagé à travers certains pays. En France, ça va entrer en vigueur dans quelques jours. Certains employés qui refusent de se faire vacciner se sont vus même remerciés, licenciés. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui recourir à ce principe puisqu'ils mettent la vie d'autrui en danger? Absolument. En milieu professionnel. Absolument. Vous êtes vacciné, je suis vacciné, quelqu'un d'autre refuse de se faire vacciner, alors il nous met en danger. Absolument. Et il met sa vie aussi en danger. Absolument, absolument, complètement d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut légiférer, il faut sortir une loi qui oblige les gens à se faire vacciner, en collaboration avec tous les secteurs, tous les syndicats, discuter de ça, poser la problématique, comme on fait beaucoup de pays, et sortir avec un texte de loi. Le pass vaccinal ou le passeport vaccinal, c'est une forme de contrainte vaccinale, c'est une forme d'obligation vaccinale. Je pense que ce n'est pas une contrainte. Puisque certains pays ne vous permettent pas d'accéder à leur pays si vous n'êtes pas vacciné. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire que finalement Sputnik V a été validé par l'Union Européenne. Il y a 2 jours de cela. Voilà, on a gagné. Moi j'ai toujours été optimiste et toujours dit que ne vous en faites pas, tout va être validé. Mais on ne se fait pas vacciner pour voyager. Oui, non, c'est surtout non, pour du vivre tout, et du éviter tout. bien sûr. Vous savez, un pays comme l'Australie, vous ne pouvez pas faire rentrer une olive ou une graine d'une plante parce que pour protéger leur agriculture. Donc c'est normal que tous les pays se protègent. Si ils sont vaccinés chez eux et qu'on vient de l'extérieur leur ramener le virus, c'est normal qu'ils ont des restrictions et qu'il y a des obligations de passe et de passeport vaccinal. Alors l'auditeur qui nous fait un petit commentaire, une critique, il dit « J'hallucine, le vaccin ne protège pas contre l'atteinte au Covid-19 ni aux variants, on l'a toujours dit, on peut être atteint, mais on évite les formes graves, c'est-à-dire la mort, qui est irréversible. » Absolument, vous avez tout dit, celui-là. Alors professeur Riyad Mahiaoui, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée professeur Riyad Mahiaoui, bon week-end également. Merci et à vous bonne aussi. chance et bien sûr pour votre survie et votre sécurité, protégez-vous, portez vos masques. Merci beaucoup, bon week-end. ربي يجاهدك ب24,000 نبي، ربي يجاهدك ب25 رسول قريتها في كتابي، ربي يجاهدك ب4 عرب، هود وشعيب وصالح ومحمد رسول ونبي، ما جيتكش على المال، سلك الجزائر من هادو المحال، ربي يجاهدك باللي قراو في اللوح، ربي يجاهدك باللي بنى سفينة باللوح، ربي يجاهدك بجا سيدنا موسى وسيدنا نوح، ما جيتكش على المال، سلك الجزائر من دون محال، ربي يجاهدك بجاه القرآن، بجاه سورة البقرة وسورة الرحمن، ما جيتكش على المال، سلك الجزائر من دون محال، ربي انت خلقت الحياة وخلقت الموت، وسلكت يونس من بطن الحوت، وفي الدنيا كله كاين، ربي يسلك الجزائر من دون المحاين، خودي صايد بكلام المعاين، حنا خوت امنا وحده يسموها الجزائر، في الدنيا كله كاين، ربي يسلك الجزائر من دون المحاين، الكذب حرام والصح باين، قولوا لي شكون بو ام الجزائر؟ ادم وحواء، هذا الشي باين، ربي يسلك الجزائر من دون المحاين، ماشي غير احنا فاتوا علينا هذا المحاين، اقرا في الكتاب الف لام را صورة يوسف في الكتاب باين، ربي يسلك الجزائر من دون المحاين، حب بلادي راه باين، بعد ربي والرسول نبغي الجزائر، كاتب القصيدة راه باين، نونا عبدقة في وهر كاين، يا ربي يسلك الجزائر من دون المحاين، قولوا امين.